ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des innovations, des solutions innovantes en matière de logement et d'habitat. Je suis, moi, en direct de Nice. J'aimerais vous montrer les merveilleux paysages qui sont derrière moi. J'essaierai de le faire la semaine prochaine pour qu'on ait un bon réseau, je vous promets, puisqu'on devait être à Nice pour ce troisième Transition Forum. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être avec vous et une fierté. Et je remercie par avance toute l'organisation qui est absolument fantastique. Tout de suite, on commence avec Cédric Simonin. Cédric, bonjour. Bonjour. Lors de cette session, je ne vais pas cacher mon enthousiasme, car c'est la deuxième session d'innovation que je mène après celle de jeudi dernier et qu'il y a une majorité de femmes. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes en minorité, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de femmes qui innovent et qui sont à l'origine de ces innovations. Et vous, voilà, est-ce que j'ai envie de commencer? Vous avez 5 minutes pour pitcher, mais j'avais envie de vous lancer en vous demandant si est-ce que bâtir et construire, est-ce que c'est un acte politique? Alors, merci pour cette question, Laura. Je pense que oui. C'est pour moi d'abord un acte civique, voire militant, hein. Et militer, c'est combattre. Alors, que faut-il combattre pour bâtir des villes plus vertes? Tout simplement des idées reçues, des préjugés. À quels préjugés notre profession est-elle souvent confrontée? Vous savez, j'entends souvent dire pourquoi innover puisque nos clients ne recherchent qu'une adresse ou une surface. Pire, j'entends aussi un investisseur ne recherche qu'une rentabilité. Vous voyez qu'avec ce genre de réflexion, on n'est pas prêt d'avoir des bâtiments vertueux pour des villes plus vertes. Alors, pour étayer mes propos, j'aimerais qu'on s'amuse à comparer le secteur de l'automobile avec celui du bâtiment. Et si on pouvait envoyer l'image numéro 1. En 1970, le rapport entre les prix d'une voiture et d'un appartement était sensiblement ce qu'ils sont aujourd'hui. Le prix d'une voiture neuve représente toujours 5 à 6 mètres carrés d'un logement neuf. Bizarrement, il y a plus d'écart entre une Ford des années 70 et celle d'aujourd'hui qu'il y en a entre un appartement des années 70 et un appartement d'aujourd'hui. Toute la différence réside dans le produit. Pourquoi ? Parce que l'industrie automobile a systématiquement intégré ces innovations selon 2 paramètres. Le premier, imposé par l'État, des normes de sécurité, d'antipollution. Le deuxième, imposé par le marché, le confort, comme la climatisation par exemple, ou l'utilité d'outils pratiques comme le GPS. Qu'en est-il pour le logement? Pour le logement, l'État a imposé la sécurité, comme des règles antisismiques par exemple, des normes d'isolation ou des normes carbone qui vont arriver en France en 2021. Et finalement, qu'est-ce qui a été imposé par le marché? Finalement, assez peu de choses, ou alors vraiment à la marge. Et curieusement, on est plus exigeant en termes d'innovation pour sa voiture que pour son logement. Pourquoi? En fait, il y a 2 notions très différentes qui sont à prendre en considération auprès des consommateurs. Les besoins et les attentes. Les besoins sont toujours exprimés. Par exemple, une surface, un jardin, une adresse. Les attentes, jamais ou très rarement. J'entends par là le confort, des services ou le lien entre la santé et le bâtiment. Les besoins sont plutôt pensés à court terme, les attentes plutôt à long terme. Quand on répond aux besoins, on joue sur le prix. Quand on répond aux attentes, on crée du désir, on crée de la valeur. Alors revenons au sujet qui nous préoccupe. Quand on parle de politique de la ville, la majorité des acteurs professionnels et politiques se focalisent essentiellement sur les besoins exprimés. Pourquoi ? Parce que les politiques travaillent sur un temps court, un mandat, 5-6 ans, et recherchent du concret, du visible, ce qui est bon pour leur image. Les professionnels, eux, recherchent de la rentabilité à court terme. Je construis et je me barre. La conséquence, c'est qu'il y a peu de place pour l'innovation dont les bienfaits s'inscrivent sur la durée, donc sur les attentes des consommateurs. Alors bien sûr, un élu, il comprend les enjeux liés au développement durable. Mais est-ce qu'il a des enjeux supérieurs? Évidemment, sa réélection. Alors il plante des arbres, il met des pistes cyclables partout. Ça, c'est très bien, mais moi, je propose d'aller plus loin. Vous voyez, Laura, bâtir, je l'ai dit en préambule, c'est un acte militant. Donc, par des choix caractérisés, forts et innovants, le bâtiment doit devenir actif, utile pour son territoire, acteur de son territoire. Pour moi, bâtir, c'est presque un acte d'utilité publique parce qu'il peut être bénéfique pour la communauté. Concrètement, comment ça se traduit? Et est-ce qu'on pourrait envoyer l'image numéro 2?
Voici deux constructions qui intègrent l'innovation dont je vais vous parler. Et j'aimerais qu'on se focalise sur celle qui est à droite. Cette résidence de 51 logements est la première en France à être dotée d'une façade dépolluante, auto-nettoyante et bactéricide. Comment ça fonctionne? Si vous voulez bien envoyer l'image 3. Les briques de parement que l'on voit sur la photo sont issues d'une technologie photocatalytique. La photocatalyse, c'est simple, c'est un phénomène naturel qui utilise les rayons du soleil pour activer un processus d'oxydation fort et qui transforme les substances organiques et inorganiques en composés neutres. Ce produit accélère le processus naturel de décomposition des polluants et empêche leur formation sur le revêtement. La surface qui a été mise en œuvre sur cette façade est capable d'absorber l'équivalent de rejet de CO2 de 20 voitures à l'année. Mais c'est aussi l'équivalent de 50 arbres plantés. Vous voyez, si on le faisait tous, imaginez l'impact que ça aurait sur la pollution des villes. Je pense qu'on respirerait mieux. Comme nous avons toujours été précurseurs sur la préservation de la qualité de l'air intérieur dans nos logements, il était logique que l'on se préoccupe de la qualité de l'air extérieur. En conclusion, si nous souhaitons développer des solutions innovantes pour des villes plus vertes, je vois deux axes. Le premier, il faut donner plus de pouvoir décisionnel au local puisque nous travaillons généralement à l'échelle d'un quartier. D'ailleurs, c'est tout le sens des actions menées par le R20 et de notre engagement auprès de Michel Saban et d'Arnold Schwarzenegger, que je salue au passage parce que je sais qu'ils nous regardent tous les deux. Le deuxième axe, il est primordial de travailler en amont des projets et aux côtés des élus locaux afin de leur apporter des solutions pérennes qui répondent aux enjeux sur le long terme, donc aux attentes des consommateurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, Laura, moi je pense sincèrement que bâtir est un acte politique et civique, et en tant que citoyen responsable, moi je milite depuis des années pour défendre cette idée. Je vous remercie. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, Cédric, merci, c'est pourquoi, vous avez bien montré avec cet exemple de voiture qui était flagrant et très parlant, pourquoi c'est aussi lent? J'ai envie tout de suite de vous poser la question du coût, parce que vous parliez d'un souci de rentabilité. Donc, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher? On se doute que ça coûte forcément un peu plus cher de faire des bâtiments comme ceux que vous fabriquez que des bâtiments classiques. Est-ce que c'est le premier frein à votre avis? Alors, est-ce que c'est le premier frein pour la profession? La réponse est oui. Est-ce que c'est le premier frein pour nous? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut avoir des convictions. Si on a des convictions, il faut les porter. Bien sûr, ce type de façade, ça coûte beaucoup plus cher qu'une façade classique en crépi. C'est vrai. Par contre, il ne faut pas regarder ce que ça coûte, il faut regarder ce que ça rapporte. Et Lionel Lemeau, il a dit dans son introduction, la valeur du bien. Quelle est la valeur du bien à long terme? Et finalement, cette résidence de 51 logements, quand on l'a mis en vente, ça fait un carton. Tout simplement parce que, comme je dis souvent, je vends des produits aux gens qui croient à ce que je crois. Et là, il y a des gens qui se sont dit, mais finalement, c'est un bâtiment qui est extrêmement vertueux pour son territoire et on veut faire partie de l'aventure. Vous voyez? Donc, c'est aussi une manière d'anticiper les réglementations. Je l'ai dit, la France va imposer des règles carbone l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont acheté ces logements sont en avance sur les futures réglementations thermiques. Et c'est là où on parle de valeur. Et souvent, on raisonne à court terme, comme je l'ai dit, le prix. On ne regarde que le prix, la rentabilité, ce qui est un mauvais calcul. Moi, je pense toujours qu'il faut regarder la valeur parce qu'un logement, c'est une valeur patrimoniale, c'est de la sécurité, c'est peut-être aussi ce que l'on lègue à ses enfants, donc il faut qu'on travaille sur la durée, et nous on travaille sur des temps longs. C'est aussi une difficulté que l'on a avec des élus, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, sur comment imposer une innovation à un élu qui lui a un temps court, alors que l'innovation est sur un temps long, parce que le bâtiment est sur un temps long. Mais quand vous parlez de longueur, c'est surtout par rapport à la rentabilité de la personne qui va acheter, ou en tout cas de l'élu qui va abriter ce type de logement, mais c'est pas plus long à construire qu'un bâtiment classique en termes de construction. Non, ça c'est en termes de construction, c'est totalement identique. Et est-ce que la période qu'on vient de traverser, on a vu qu'il y avait quand même un sens par rapport à l'environnement qui s'était vraiment accru. On a un besoin d'être plus responsable, à la fois le particulier, les collectivités. On voit là, tout le monde est en train de mettre en place des plans d'urbanisme différents. L'environnement est au cœur de toutes les priorités. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de demandes, justement, depuis cette période, depuis cette crise sanitaire? Est-ce que vous avez vu une différence d'avant-après ou il y a encore de la sensibilisation à faire? Ouais, il y a toujours de la sensibilisation à faire. L'écologie, c'est beaucoup d'éducation.
c'est beaucoup d'éducation. Comme je l'ai dit, quand j'ai fait ce distinguo entre les besoins et les attentes, un client lambda, sans être péjoratif du tout, hein, mais lui, il va vraiment penser à ses besoins, une surface, une orientation, une terrasse, un jardin. Là, quand vous faites de l'innovation, il faut penser aux attentes. Ce que le confinement nous a appris, c'est que le rapport au logement a évolué. Ça a été dit juste avant. Euh, le rapport a évolué dans plusieurs sens. Un, la qualité de l'air intérieur. On s'est rendu compte qu'on passait énormément de temps dans son logement avec les enfants, le chien, etc., etc. On a une qualité de l'air intérieur qui pouvait être dégradée. On a vu que finalement, le télétravail chez soi, ça pouvait être sympa, on y arrivait, mais que le logement n'était pas forcément adapté. On a vu aussi que pour les logements anciens, le confinement, on l'a fait aussi avec les voisins parce qu'on avait peut-être des normes acoustiques qui n'étaient pas excellentes. On a remarqué aussi que finalement, son rapport à l'extérieur avait changé. On avait besoin d'être à l'extérieur. On avait aussi besoin de lumière qui fait partie aussi des conforts. Ça, ce sont les attentes. C'est-à-dire que ce n'est jamais exprimé au départ, mais quand on leur dit, écoutez, on a pensé à ça pour vous, parce qu'on imagine que ça pourrait être bien, là, les gens nous disent, ah, c'est pas con, j'y avais pas pensé, mais maintenant que vous me le dites, je ne peux plus m'en passer. C'est ça, répondre à des attentes. Et alors, on l'a vu, nous l'avez bien expliqué, vous mettez en place des innovations. Est-ce que ces innovations, c'est vous qui les développez? Comment vous les sourcez? Et est-ce que ces bâtiments que vous êtes en train de construire peuvent être évolutifs? Parce qu'on voit à quelle rapidité on innove et on s'est dit, tiens, le temps que vous construisez votre bâtiment, eh bien, il y aura d'autres innovations qui vont sortir. Et est-ce que donc vous faites des bâtiments qui peuvent inclure ces innovations de demain? Totalement. Dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours faisable. Dans la mesure du possible, on essaye d'avoir des bâtiments qui soient effectivement évolutifs. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est intéressant, c'est-à-dire comment on fait un benchmark des innovations. Faire de l'innovation pour l'innovation, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait systématiquement un bénéfice client. Et donc, l'exemple que je prends sur la qualité de l'air intérieur ou extérieur, c'est amusant parce que finalement, le Covid-19, c'est quand même un lien avec l'air que l'on respire. Il y a un lien qui est fort avec ça. Lorsqu'on a imaginé la qualité de l'air intérieur des logements et qu'on a travaillé là-dessus, puisqu'on est plutôt précurseur en la matière, on l'a imaginé il y a 3, 4 ou 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit les logements neufs sont de plus en plus hermétiques à l'air, parce que c'est bon, on a moins de déperdition de chaleur, donc on dépense moins d'énergie, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le porte-monnaie. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les bâtiments de demain, voire jusque les bâtiments passifs, ces bâtiments-là qui sont très étanches à l'air, sont bons pour la qualité de l'air que l'on a à l'intérieur des logements. Et on s'est dit, on n'en est pas sûr. Alors, on a travaillé avec des médecins, on a fait des tests par rapport aux produits que l'on met, et on s'est rendu compte que cette qualité de l'air intérieur, il fallait travailler dessus pour qu'elle soit optimum dans les années à venir. Voilà comment on fait l'innovation à long terme, c'est-à-dire qu'on est capable, comme sur d'autres résidences que l'on a pu faire, mettre des véhicules en autopartage, parce que le logement se raisonne aussi avec la mobilité des territoires, parce que quand on parle de construction, on parle aussi d'urbanisme. Donc, on peut avoir des véhicules en autopartage dans nos résidences. On a mis dans une des deux vidéos, photo que je vous ai montré, à l'arrière de cette résidence, il y a une serre partagée pour pouvoir faire de la culture toute l'année. Vous voyez, on essaye, on travaille beaucoup sur l'eau, on travaille sur une multitude de thèmes que l'on arrive à intégrer au niveau des bâtiments, même lorsqu'ils sont en cours de construction. Et la thématique de ce troisième forum, c'est le passage à l'échelle supérieure. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour passer à l'échelle supérieure? Est-ce que c'est la confiance des collectivités? Est-ce que, encore une fois, c'est plus de communication envers les particuliers qui ignoreraient ce type de logement? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Le particulier, ce n'est pas un problème parce qu'on est capable de lui proposer des choses qu'il n'a pas imaginées lui-même. Ça, ce n'est pas gênant. La plus grande difficulté, qui est peut-être même la plus grande frustration, c'est la relation qu'on peut avoir avec les élus. Malheureusement, les élus ont une faible culture urbanistique. Alors là, je vais vous dire, je ne me fais pas que des amis quand je dis ça, et une faible culture architecturale. Mais on ne peut pas leur en vouloir, ils ne peuvent pas tout maîtriser. Quelques élus, et là, les deux résidences dont je vous ai parlé, ce sont des élus qui ont une oreille attentive et qui nous ont dit « Ok, j'ai compris l'intérêt, pour moi aussi, parce qu'il faut que lui ait un intérêt, il faut qu'il puisse dire « Dans ma ville, j'ai fait quelque chose de plutôt innovant ». C'est ce qu'on appelle un intérêt commun partagé. Il a un intérêt, on a un intérêt, et le client final a un intérêt. Et la plus grande difficulté, c'est leur dire voilà ce qu'on peut proposer, voilà ce que l'on peut mettre en œuvre. Par contre, ils nous mettent des cahiers des charges, des trucs les plus classiques, ils mettent des sandwichs de cahiers des charges qui renchérissent les coûts et qui ne servent à rien.
Mais est-ce que vous pensez, vous parlez justement de ces élus qui parfois étaient hermétiques, le fait d'avoir deux bâtiments aujourd'hui pilotes qui existent, est-ce que ça ne va pas donner envie aux autres élus de faire la même chose? Parce que on attend de voir, c'est toujours la même chose. Tant que ça n'existe pas, on reste quand même sur ses gardes et le jour où on voit ces bâtiments sortir de terre, on voit leur possibilité, en tout cas en matière d'environnement, leur capacité, on a envie d'avoir la même chose. Donc, est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il va y avoir un avant et un après par rapport à l'existence de ces deux bâtiments? Avec des maires précurseurs, on espère que ça va créer des jaloux et puis que d'autres vont dire je veux aussi ça dans ma commune. Mais généralement, ce que l'on leur dit, c'est qu'on leur dit une innovation, elle est adaptée. Elle est adaptée à une commune. Prenons l'exemple de ces façades dépolluantes. Ça marche très bien en ville. Maintenant, si je me mets à la campagne, est-ce que ça a le même intérêt? Moins. Par contre, on peut dire au maire, pour la campagne, j'ai peut-être d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, les innovations doivent être adaptées à la configuration d'une ville, aux besoins d'un maire, au tissu urbanistique, c'est-à-dire qu'il faut raisonner comme dans un écosystème. Il ne faut pas pluguer systématiquement la même chose au même endroit, même si ces innovations sont duplicables. Cédric, j'ai une question pour vous. On me demande si ces bâtiments effacent la pollution de la moitié des voitures de ses habitants et est-ce qu'il y a d'autres innovations dans ce sens? Alors en fait, l'innovation qui agit par photocatalyse sur le revêtement, ça dépend de la surface de revêtement qui est utilisée. Là, par rapport à la surface de revêtement qui correspond à cette brique de parement, c'est environ 700 mètres carrés. 700 mètres carrés correspond à 20 véhicules par an. Alors peut-être, je vais essayer de répondre d'une manière différente. Si on utilisait ce brevet sur 15% des façades d'une ville, on effacerait 50% de la production de CO2 des voitures. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre Ah si, à là, la c'est très question. clair. C'est très clair, mais on a envie aussi, Cédric, de dire, voilà, puisqu'on est dans une période de changement, on a plutôt envie d'inciter les habitants de ces bâtiments à utiliser de l'électrique. Donc, est-ce que vous mettez en place aussi des bornes électriques dans tous les parkings de ces bâtiments? Et qu'est-ce que vous faites pour inciter ces habitants? J'ai envie de dire, oui, c'est bien, évidemment, hein, de compenser l'empreinte carbone, mais c'est encore mieux d'être en positif et de se dire, ben voilà, on va inciter les habitants de ces habitations à avoir accès à des vélos facilement, à avoir accès à l'électrique facilement. Quelle est votre position? Alors, vous me tendez la perche, je vous en remercie. On a fait dans une résidence, et on le fait assez souvent, on met en place des vélos électriques pour que les gens utilisent plutôt les mobilités douces. Et sur une autre résidence qui est dans la même commune que le bâtiment dont j'ai parlé juste avant, on a mis en place, c'est un partenariat qu'on a passé avec Renault, Renault France, sur la mise en place de Renault Zoé à disposition des résidents. L'idée que je souhaitais mettre en avant, c'est utiliser plutôt ces véhicules qui sont des Zoé, donc les véhicules électriques, pour faire des petits trajets, voire même peut-être se séparer de la deuxième voiture, parce que vous savez que la deuxième voiture, elle reste 95% du temps au parking. Et donc, pour ces petits trajets, utiliser ce type de mobilité. On l'a fait, ça a aussi plutôt un grand succès. Et en plus, j'incite en plus à l'utilisation de ces véhicules puisque je mets une petite cagnotte en place pour les gens qui achètent un appartement sur un certain nombre une valeur kilomètre pour que ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les véhicules électriques, moi j'en ai un au quotidien, je sais ce que c'est, ceux qui sont un peu réfractaires à l'électrique, qui puissent l'utiliser, le tester et voir que finalement c'est quelque chose qui peut être extrêmement vertueux. Sur une autre résidence encore dans le sud de l'Alsace, là on va commencer la construction dans quelques semaines. Là, j'ai travaillé avec la commune pour mettre en place un lien, un partenariat sur le compte mobilité. C'est sur la ville de Mulhouse. Ils ont un compte mobilité, c'est très simple. C'est un compte qui permet en un seul point de pouvoir utiliser le tram, le bus, les pistes cyclables, les vélos et tout type de mobilité qui sont mis à disposition d'une résidence. Et là, le partenariat qu'on a passé, c'est qu'en fait, pour toute personne qui achète un logement, je mets une quote-part d'utilisation de ces mobilités douces pour inciter les gens à utiliser les transports en commun mis à disposition de la ville et laisser, dans la mesure du possible, le véhicule dans les garages et sur les parkings.
qu'on soit bien d'accord, hein, moi je ne suis pas dogmatique. C'est-à-dire que je suis toujours un peu embêté quand on me dit qu'il faut enlever plus de voitures dans les villes. C'est pas toujours si évident, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas toujours que des gens qui habitent en ville et qui travaillent en ville. Il y a des gens sur le couple, quelqu'un qui est itinérant, un commercial, un conducteur des travaux. Il a besoin d'avoir une voiture et de pouvoir rentrer chez lui avec sa voiture. Donc, faut pas être dogmatique. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il faut changer les habitudes, mais petit à petit, sans à-coups, sans brutalité, pour que les gens comprennent le sens des choses. Et pour qu'on comprenne le sens des choses, il faut bien les expliquer. Il faut faire de l'éducation. Parce que les choses prennent sens, parce qu'on les nomme. Déjà, il faut expliquer les choses et vraiment y donner du sens et montrer aux gens qu'on n'est pas là pour les punir, que l'écologie, c'est pas une écologie punitive, qu'elle peut être vertueuse, d'ailleurs pour l'économie. Et là-dessus, en termes d'innovation, voilà, je vais donner quelques exemples, mais effectivement, et pour répondre à votre première question, oui, ça fait déjà 5 ans que l'ensemble des garages sont systématiquement équipés pour les véhicules électriques. Et Cédric, j'ai deux autres questions pour vous, puisque on parle beaucoup du revêtement photocatalytique que vous mettez en place. On me demande quel est son coût, combien de temps dure-t-il dans un premier temps. Après, j'ai une deuxième question. Ok. Alors, sur cette façade-là, pour vous donner une idée, le surcoût était environ, au départ, de 90 100 000 euros. Ce qui peut paraître énorme. Alors, à l'échelle d'un projet comme celui-là, ça fait beaucoup, mais c'est vraiment, lorsqu'avec le service technique, on a pris cette décision, j'ai dit, il faut y aller parce que ça va dans le sens de nos valeurs. Je l'ai dit, hein, quand on a des convictions, il faut les porter, et pas seulement quand ça nous arrange. Il faut les porter parce qu'on y croit. Donc, pour vous donner une idée, voilà, c'est un surcoût de 100 000 euros. Maintenant, l'avantage d'être précurseur, c'est que lorsque vous allez voir des industriels comme là, les ciments Calcea, quand vous allez voir des gens comme Saint-Gobain avec qui on est partenaire, le deal, il est simple, c'est de dire, OK, nous, on est précurseurs, on va être les premiers à mettre en œuvre vos technologies. Est-ce qu'on peut imaginer un partenariat et un deal qui est plutôt, comme on dit, gagnant-gagnant? Et généralement, c'est ce qui est plutôt validé. Donc, on arrive à baisser la facture sur les premières résidences où on met en œuvre ces innovations. Après, et puis comme généralement, on est toujours très, très souvent copié, j'ai tendance à dire, à la rigueur, ceux qui copient, ils ont qu'à récupérer, les industriels ont qu'à récupérer leur marge sur ceux qui copient. Tant pis pour ceux qui copient. Merci beaucoup, Cédric.